des gens qui sortent dans la rue l'automne spontanément simplement pour acclamer un peu de décence, la capacité à vivre de leur travail. Il y a quand même un moment où on peut essayer de comprendre, de s'intéresser à leurs problèmes. En face de nous, on a quand même des gens qui peuvent être nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, nos voisins. Donc effectivement, moi ça m'a posé un problème immédiatement. Et d'autre part, nous on le sait, notre boulot c'est de défendre les institutions. Et certains pourront dire qu'on est les chiens. Mais si j'accepte cette analogie, à ce moment-là, je dirais que moi j'aime bien être un chien, si c'est pour défendre une cause qui est juste. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et comme on dit, il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. Et moi, je ne crois pas du tout en ces maîtres qui sont aujourd'hui, qui ont confisqué le pouvoir. Et pour moi, il n'y aura plus de retour en arrière. Je pourrais plus faire ce métier de CRS tant qu'on n'aura pas un État qui sera démocratique. Alors j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ta tête quand tu entends les manifestants crier CRS-SS ou alors à l'inverse, la police avec nous. Alors ça c'est très complexe parce que moi je l'ai vécu sur les Champs-Élysées, sur les premières manifs. Toi t'es derrière ton casque, t'entends ça et il faut savoir que le fait d'entendre ça, déjà ça te renvoie à ta condition de membre des forces de l'ordre et surtout des CRS qui n'a pas le droit de réagir et qui n'a pas le droit de s'exprimer. Donc tu le vis très mal. Donc quelque part c'est quelque chose de très négatif. La police avec nous quand on dit CRS, en fait c'est plus difficile d'entendre la police avec nous. Parce que tu vis très mal le fait de ne pas avoir la possibilité de t'exprimer et le fait d'avoir quelque part vendu ta liberté. Et évidemment, bien évidemment, on n'a absolument aucune possibilité de répondre. Et même si ce n'est pas interdit dans les textes, on peut difficilement s'exprimer face aux manifestants. Et c'est très, pour nous, c'est très difficile parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui peuvent comprendre les manifestants et d'accord avec eux. Mais ils ont un boulot, le boulot est difficile. Et on sait que les mêmes gens qui parlent avec nous vont peut-être nous insulter et venir après. Ou alors qu'à contrario, on va recevoir l'ordre de disperser cette foule et quelque part de trahir le fait qu'on ait pu discuter avec eux. Donc t'essayes en fait d'oublier que tu as une conscience, que tu es un être humain, que tu as une opinion, et simplement de te retrancher vers ton bouclier et ton casque, et d'attendre que ça se passe en espérant que ça se passe bien. Donc là, dans tout ce que tu nous dis, on a l'impression que voilà, CRS, c'est plus un travail qui a du sens pour toi, ou du moins plus le sens que tu cherchais à l'origine. Pourquoi est-ce que tu ne démissionnes pas tout simplement? Déjà, démissionner, ça veut dire que tu n'as plus de salaire. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tu n'as plus de salaire, tu ne peux plus payer tes crédits, tu ne peux plus payer tes assurances, nourrir tes enfants. Par contre, effectivement, tu as toujours la possibilité de changer de spécialité. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, j'y pense. Mais j'ai l'espoir, et je crois que c'est même plus qu'un espoir, que la société va changer et qu'on pourra réformer la police. Parce que le maintien de l'ordre, il y en a besoin. C'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par contre, le maintien de l'ordre peut être fait différemment. Le maintien de l'ordre, dans d'autres pays, il est fait de manière plus humaine. Il doit y avoir des moyens de prévention qui sont mis en œuvre avant qu'on arrive à la répression et à l'usage de la force. Et est-ce que tu as l'impression que les autres CRS avec qui tu as pu parler sont dans ce même état d'esprit? Qu'ils commencent à réfléchir et à se dire on travaille peut-être pas pour les bonnes personnes? Moi, je vois comme dans tout corps de métier, il y a des gens qui se posent des questions, d'autres qui ne s'en posent pas. Il y a des questions qui sont qui mettent devant des difficultés intellectuelles. Ou à un moment donné, si tu remets en question la noblesse de ton engagement, tu risques de très mal le vivre. Et il faut savoir que dans la police d'ailleurs, on a énormément de suicides et que les suicides, notre administration les ignore. Notre administration n'est absolument pas
reconnaître laquelle on part de responsabilité. Alors qu'il n'y a sans doute pas un hasard. Et je crois qu'il y a des collègues oui, qui se posent des questions et qui n'iront pas, qui ne dépasseront pas une certaine limite. Si à un moment donné ça devient trop dangereux, ils refuseront d'y aller. Et il y en a d'autres qui ne se posent pas de questions, qui iront jusqu'au bout. Qui iront jusqu'au bout, quelle que soit la personne qui lui donne les ordres, et quels que soient les ordres qu'ils reçoivent. Là, tu me dis un truc intéressant, c'est que si les manifestants deviennent plus violents, les CRS pourraient refuser d'aller sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que la violence serait une meilleure manière de gagner contre les forces de l'ordre? C'est pervers, hein, on a un rapport de force. Je prends un cas de figure qui n'est pas arrivé et qui ne va pas arriver. C'est si les flics commencent à se faire tirer dessus à balles réelles, je pense que dans une grosse partie qui n'irait plus du jour au lendemain. Parce que nous aussi, le combat au combat, nous en tant que policiers, c'est juste qu'on a un engagement, on a un salaire, on est prêt à accepter certaines choses pour ce salaire, pour ses contreparties. Par contre, ces contreparties, elles ne méritent pas qu'on risque notre vie. Surtout si tu n'es pas convaincu que tu agis réellement par la justice. Si demain tu nous mets les Allemands comme en 1939, oui, on se battra, on ne sera pas risquer notre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, je ne vais pas dire qu'il faut qu'il y ait de la violence pour que le mouvement des Gilets jaunes obtienne bien cause, mais les collègues ne sont certainement pas prêts à tout accepter pour 40 balles par jour. Ok, donc la violence pourrait fonctionner, mais on n'en est pas encore là. On a encore des solutions non violentes, et notamment le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Je ne sais pas si tu connais, tu en as déjà entendu parler. Pour résumer, c'est quand la population peut déclencher elle-même ses propres référendums et y répondre directement. Donc c'est un outil totalement démocratique qui pourrait offrir une sortie pacifique au conflit politique que subit la France et qu'elle subit chaque année. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Si on veut que les manifestations s'arrêtent, que les blocages cessent, que les violences soient terminées, c'est très simple. On fait un référendum. On fait un référendum. Voulez-vous modifier la Constitution et intégrer le RIC tel qu'il est proposé par exemple, l'association Article 3. Et on n'a plus de collègues blessés. On n'a plus de manifestants bloqués. On n'a plus de gens qui se trouvent, des artisans ou des commerçants qui se retrouvent en difficulté à cause des blocages. On règle le problème de manière démocratique. Donc moi, je vais aller plus loin que ça. On a la veille de l'acte 5, et il y aura sans doute un acte 6, un acte 7, un acte 8, parce que les manifestants ne sont pas prêts de lâcher. Moi, je considère, et c'est aussi pour ça que je ne retournerai pas sur le maintien de l'ordre, je considère que tous les collègues qui seront blessés, dorénavant, ce sera de la responsabilité du président de la République. Parce qu'entre ses mains, en tant que président de la République, il dispose d'une solution pacifique et démocratique. Il demande à son Premier ministre de le soumettre à un référendum sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il ne l'utilise pas? Pourquoi est-ce qu'il choisit la répression? Merci pour cet entretien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de la partager un maximum.